Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Agnews Expérience Client et de Success Story. Ce matin, je reçois Audrey Van Entonrek. Parfait. Vous êtes directrice générale opérationnelle chez Axefil, donc du groupe MNH. Tout à fait. Bienvenue. Et Anne Rebulé, c'est bien ça, chez Zion, et vous êtes account manager. Alors Audrey, est-ce que vous pouvez nous dire Axefil, MNH, qu'on comprenne ? Alors en fait, Axefil, c'est un GIE qui a été constitué par deux entreprises, la Banque Française Mutualiste et la MNH. D'accord. Et c'était pour mettre en commun des synergies de moyens pour être plus performantes sur la relation client et constituer leur propre centre de relations client. Vous êtes les experts en fait de la relation client et de l'expérience client auprès de ces deux groupes, pour ces deux groupes. Tout à fait. En fait, c'est notre rôle d'apporter notre connaissance, notre input sur la relation client pour la MNH et la Banque Française Mutualiste. D'accord, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de notions d'engagement. C'est ça, ça peut être assez chargé, mais c'est toujours passionnant, donc ça permet d'avancer vite. Ok, comment vous les avez rencontrés, côté Zion, dans quel projet, Alors, pour être tout à fait honnête, moi quand j'ai rejoint Zion mi-2019, Axefil était déjà client, en fait, de Zion. Vous êtes aussi innovant en plus. Alors en fait, on a testé les solutions Zion avant même qu'elles soient sorties ou presque. D'accord, vous êtes bêta-testeur. On était bêta-testeur sur une autre activité pour tester les bots et commencer à initier une démarche de connaissance de ces outils-là qui n'étaient pas encore connus sur le marché. Pas du tout. Non, du tout. Ok, mais qui étaient prêts apparemment. Qui étaient à leur balbutiement, on a essuyé quelques plâtres, mais c'est normal dans les lancements de projets comme ça. Ok. Et donc quand vous êtes arrivés, ils étaient déjà là ? Ils étaient déjà là, mais rapidement on a pu échanger avec Audrey sur les besoins et des enjeux de la MNH, typiquement. Et on a pu du coup partager sur les enjeux spécifiques de la santé, qui est un secteur qu'on a beaucoup développé au sein de Zion, notamment au travers de nos clients de l'assurance et de la mutuelle santé. Et sur quel projet exactement ? Sur un projet d'automatisation, parce qu'effectivement chez Zion, nous sommes éditeurs de logiciels d'intelligence artificielle conversationnelle vocale, plus simplement des callbots. Et là, quand vous parlez d'accord, donc l'automatisation, c'est le callbot ou c'est de la RPA que vous avez mis en place ? C'est du callbot. Et donc l'objectif était de trouver un cas d'usage qui correspondait à la MNH pour pouvoir faire de l'automatisation d'un cas d'usage spécifique qui leur correspondait. C'était quoi le cas d'usage ? Alors, en fait, à la Mutuelle nationale des hospitaliers, le cas d'usage qui a un impact le plus important sur les flux d'appels, c'est en fin d'année l'édition des cartes de tiers payants. Les cartes de mutuelles, des mutuelles, en fin d'année, entre le mois de novembre à peu près jusque janvier-février. Ça génère un pic d'appels juste énorme, qui ne peut pas être couvert par du recrutement ponctuel parce que la charge en formation elle est trop importante. C'est un métier qui est quand même très très spécifique et technique et avec des outils spécifiques. Et du coup, il était important pour nous de travailler sur le cas d'usage qui était le plus récurrent et qui avait un impact le plus important sur les flux d'appels. Et donc, au moment de déstabilisation des équipes en fait. Déstabilisation des équipes, de pression sur les équipes parce que forcément, ça génère des flux, mais c'était jusqu'à 20 000 appels sur la fin d'année. C'est énorme sur une mutuelle telle que la Mutuelle nationale des hospitaliers, qui couvre environ 500-550 000 appels annuels. Donc, ce volume-là d'appels était vraiment très, très important. En tout cas, de demandes sur fin d'année, c'était vraiment très important. Ils n'ont pas accès dans leur espace client ou... À l'époque, alors il y a eu tout un processus de modernisation de la mutuelle. D'accord. Mais à l'époque, l'espace adhérent n'était pas aussi développé qu'actuellement, parce qu'il y a eu des gros chantiers depuis qu'on a initié cette démarche avec Zion. Et les cartes de tiers payants n'étaient pas accessibles sur des espaces adhérents à ce moment-là. Aujourd'hui, elles le sont, mais à l'époque, elles ne l'étaient pas. Et donc le cas, c'est de répondre à quel moment la carte allait être envoyée ou... Alors c'était de répondre à partir de quel moment la carte a été envoyée, mais aussi de l'éditer ou de l'envoyer par mail directement. Et donc, par le callbot ? Par le callbot. C'est-à-dire que ce qu'on a défini comme cas d'usage, c'était au démarrage les cartes de tiers payants et les échéanciers, parce qu'en fin d'année, c'est les deux demandes qu'on a. Et en fait, on a construit un logigramme technique de callbot qui permet, en bout d'appel, une fois que la personne est identifiée, authentifiée, que toutes les données de sécurité sont bien cadrées. Oui, parce que c'est un enjeu aussi. C'est quand même un enjeu sur le domaine de la santé, d'accéder à ce type de demande.
on authentifiait la personne soit par le numéro de téléphone, soit par le numéro d'adhérent, la date de naissance, le classique. Et il y avait tout un parcours dans le bot qui permettait, bout de course, soit de faire envoyer la carte de tiers payant par mail, soit de la faire envoyer par courrier. Et en fonction de l'arborescence, il y a aussi des cas où l'adresse mail était erronée, l'adresse courrier était erronée. Il fallait vérifier tout ça? Oui. Par le callbot? Oui. Et du coup, qui allait dans l'espace client pour vérifier toutes ces données? On monte un système de web service qui permet d'accéder à ces demandes, à ces informations. Et du coup, si l'adresse, qu'elle soit mail ou courrier, était erronée, on reroutait l'appel vers les conseillers. C'est le callbot en fait qui disait voilà, c'est ça l'adresse que j'ai. Pouvez-vous me confirmer que votre adresse est bien c'est lui qui lisait l'adresse. Il lisait l'adresse. C'était une femme ou un homme? C'était une femme. D'accord. Parce que sur le cas d'usage précédent qu'on a testé initialement, on avait mis un homme et il y avait une mauvaise réponse, une mauvaise perception. On avait dû le changer parce que la voix de femme. Comment ils vous l'ont dit? Parce que en fait, on a fait des tests. C'était au début des callbots et on a fait des tests. Et donc vous avez essayé la voix de femme, la voix d'homme? Voilà, exactement. Et la voix de femme, ça répondait mieux. Donc on est resté sur une voix de femme. D'accord. Alors peut-être qu'il y a des secteurs où la voix d'homme est plus pertinente, mais là, en l'occurrence, c'est une voix de femme. Du coup, on a réussi à éditer une belle proportion de cartes de tiers payants et d'échéanciers. Enfin, globalement, il y a toujours des cas identifiés où l'appel doit repasser par un conseiller, pour des questions d'adresse erronée, des problématiques diverses et variées. Il ne peut pas réécrire en fait le callbot, il ne pourrait pas réécrire en fait sur un espace client. Mais il y a peut-être une notion de master de data. Là, à un moment donné, il faut aussi la sécuriser parce qu'une adresse mail, parfois, elles sont un petit peu. Non, mais c'est sécurisant pour le client aussi, j'imagine. Elles sont parfois artistiques aussi, les adresses mail. Donc, oui. Ça doit être drôle pour un callbot. C'est assez amusant à lire parce qu'on peut lire les conversations en live et c'est assez amusant. Et donc, vous avez évalué le callbot, ça veut dire que vous avez fait comme du quality monitoring du callbot? Oui, on a des équipes qualité qui ont évalué le callbot, qui lui ont mis des notes. Alors, c'est sûr que ça n'a pas la finesse, en tout cas, quand on l'a initié, la finesse d'une relation avec un humain, parce qu'il y a tout ce côté relationnel. Évalué le callbot. Oui, on a évalué le callbot. D'accord. Est-ce que c'est ce genre en fait de projet que vous pouvez avoir avec, parce que c'est un cas qui est testé, sur un volume qui est. Est-ce que finalement c'est ça le callbot? Il est aussi là pour ça, pour des cas d'usage bien particuliers, pour des massifications de. Oui, en fait, l'identification du cas d'usage, on le travaille en amont avec nos clients. Maintenant, on a réussi à identifier des incontournables, parce qu'on sait qu'effectivement, ce sont des cas d'usage qui sont... C'est les grosses masses? C'est ça, sans valeur ajoutée pour les conseillers. D'accord, ça on y est. Et à forte volumétrie, ce qui permet de générer un ROI et de valoriser du coup les conseillers dans leur action au quotidien. D'accord. Et en fait, le fait d'évaluer ce callbot, est-ce que tous vos clients le font? Oui, alors d'une manière ou d'une autre, globalement, on appelle ça POC, pilote, ou voire même un premier cas d'usage de test, en fait, avant de pouvoir généraliser et de se lancer dans l'aventure. Mais est-ce qu'ils évaluent la qualité de la réponse? Alors, effectivement, on va regarder si, effectivement, le taux de réponse a été apporté et performant, si le callbot a réussi à donner la réponse jusqu'en bout, voilà, le taux de réponse de bout en bout. Vous avez un back-office qui fait tout ça? On a même mieux que ça, on a un outil qui s'appelle le Bot Center. Il est très très bien, leur qui est une plateforme dédiée, effectivement, où on a à la fois l'accès à des statistiques qu'on peut même personnaliser avec nos clients pour qu'ils puissent effectivement piloter les KPIs qu'ils souhaitent pour mesurer la performance des clients peut être plutôt autonome, en fait. Oui, tout à fait. Et de plus en plus, puisque désormais, ils peuvent aller jusqu'à la création de ses propres conversations sur la plateforme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'y est pas encore, nous. On ambitionne d'y aller, mais on n'y est pas encore. On proposait à nos clients d'être plutôt en pilotage statistique des callbots, avec des comités de pilotage où on partageait sur la performance des bots. Et désormais, avec la plateforme Zion Assistant que nous avons développée, sur laquelle sont développées l'intégralité des conversations de nos clients, les clients peuvent être acteurs et donc créateurs de leur propre conversation. Comme un serveur vocal interactif qu'on avait à l'époque, c'est ça? En fait, ce qu'il y a, c'est que, par exemple, je vais prendre le cas de la carte de tiers payant. On n'a pas toujours les informations au même moment
où elle va être éditée ou mise à disposition. Ce n'est pas toujours les mêmes créneaux de date d'envoi. Et ça permet, par exemple, en fin d'année, demain, parce qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore, nous, mais c'est ce que j'ambitionne et c'est ce qu'on ambitionne pour l'avenir. Ma prochaine question. Voilà. Mais c'est ce qu'on ambitionne pour l'avenir, mais il faut aussi laisser le temps aux équipes de s'approprier les outils, de développer les conversations. Enfin, c'est un gros travail en amont de structuration de la relation client et des parcours. Donc, c'est vraiment important de vraiment bien le cadrer. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, sur les sujets, là où il y a des sujets d'ajustement qui sont récurrents et réguliers, sur des dates d'envoi de cartes de tiers payants, sur des moments spécifiques de vie qui rythment la vie de la mutuelle, de pouvoir modifier ces jalons, ces dates, ces curseurs de manière autonome et gagner du temps et être plus efficace. Administrateur en fait de la solution aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on passe par Zion et par les équipes projet de Zion pour faire des modifications. Demain, possiblement, on pourra modifier des wordings dans les conversations, modifier des dates d'émission de cartes de tiers payants, par exemple, dans les conversations, pour que ce soit plus facile et plus rapide en termes de modification. D'accord. Et encore une fois, est-ce que vous avez évalué finalement, parce qu'on parlait des équipes, je trouve ça très intéressant parce que vous avez supprimé un irritant parce que j'imagine que justement ça déstructurait, vous parliez de pression auprès des collaborateurs, donc vous les avez soulagés en fait. Oui. C'est aussi une façon d'apporter la justification de la notion d'intelligence artificielle qui fait un peu peur à tout le monde aujourd'hui. C'est ça. En fait, sur la première année où on a lancé le bot d'édition, on n'a pas forcément changé la taille des équipes parce qu'on n'avait pas la mesure réelle de l'efficacité. Et en fait, ça a permis de soulager la pression, de mettre moins de variations horaires sur les collaborateurs, ce qui est assez fréquent dans les centres de relations clients. Et du coup, on a atteint des qualités de service qu'on n'avait pas avant en fin d'année. Pendant ces périodes-là. Pendant ces périodes-là, on a eu moins d'absentéisme. Parce que moins de pression d'appel, moins de modulation, et du coup les effets sont bénéfiques pour tout le monde, et on a mis en place la remontée de contexte. Donc ça veut dire que le collaborateur qui avait un appel qui était transféré du bot vers lui, il savait exactement. Il avait déjà la fiche client, il savait pourquoi en fait il décrochait. Ouais, il avait la fiche client. Il avait la raison pour laquelle le bot l'avait rerouté vers lui, genre problème d'adresse mail, problème d'adresse courrier, problème de... Enfin, peu importe, ou pas de problème, ou incompréhension, même incompréhension, ça peut arriver. Et du coup, il savait très bien que la demande était une demande d'éditique. Il savait si c'était de la carte de tiers payant ou de l'échéancier. Donc, il gagne du temps et il peut être plus dans la relation avec l'adhérent, en fait. C'est un peu ce qu'on lui demande. Et c'est ce qu'on lui demande. Et c'est ce qu'on souhaite. Donc, aussi. Ça, c'est un cas, j'allais dire, d'école pour Zion et donc de succès, j'imagine. Oui, ça s'est bien passé. Quand même. Puisque vous prévoyez la suite. Ah oui, tout à fait. Quels sont les autres use cases que vous avez avec d'autres clients ? Alors, on a effectivement la partie carte de tiers payant et également l'éditique, de manière générale. C'est vrai que c'est un cas d'usage qui est assez présent dans le secteur de la santé et de l'assurance, spécifiquement. Effectivement, après, on a un autre cas d'usage aussi qui représente une forte volumétrie et qui peut demander beaucoup d'attentes de la part des clients également. C'est le suivi des remboursements de santé. Évidemment, quand on est en attente d'avoir son remboursement, souvent les clients sont amenés, ou les adhérents sont souvent amenés à appeler très fréquemment pour avoir le suivi de ce remboursement. Donc, et dans d'autres secteurs d'activité que la mutuelle, est-ce que vous avez d'autres cas d'usage ? Oui, alors on a travaillé un petit peu sur des verticales de marché un peu différentes. Exactement, sur d'autres verticales, avec le secteur du retail. Pour le transport, j'imagine ? Entre autres, oui, absolument. Voilà, de l'énergie également, bien sûr. Et c'est de nouveau ces espèces de masse sans valeur ajoutée et les use cases en fait, que vous reprenez. Absolument, c'est toujours la clé. En fait, on a beaucoup travaillé avec nos clients sur un atelier de travail en amont pour identifier ensemble. Alors, soit ils ont une idée très précise et on l'analyse avec eux, soit on fait vraiment un travail de recherche avec eux, d'analyse des motifs d'appel qu'on croise avec effectivement la volumétrie. Vous n'avez jamais eu de surprise ? Des fois, on nous a demandé des cas d'usage où on a... Ou d'être surprise par la technologie, ou d'être surprise par les cas d'usage qui se développent, qui ressortent en fait. On a pu être surpris par des demandes parfois où effectivement on nous demandait beaucoup de complexité pour assez peu de ROI. Et ce qu'on recommande aussi, c'est de dégager évidemment du ROI au final pour nos clients. D'accord. Et de l'expérience collaborateur, j'allais dire ?
Mais de l'expérience collaborateur. Alors après, c'est des petites briques qui se construisent au fur et à mesure. Il y a encore des développements qui sont en cours pour la suite. Mais là où il y avait une crainte du management, du management et des équipes sur, en fait, on va, entre guillemets, plus avoir de travail. Il y en a toujours assez, je rassure tout le monde. Finalement, on n'a pas réduit les équipes. Parce qu'on sait... Non, mais... On peut avoir cette mécanique d'esprit en disant le ROI, c'est des ressources en moins. Et en fait, ce n'est pas le bon calcul parce que l'avenir, c'est la relation client, c'est le contact qu'on a avec son client, c'est comment on construit la relation à venir avec son client et comment on l'accompagne. Et finalement, le temps gagné, entre guillemets, ou les appels gagnés sur ce type d'usage, on l'investit ailleurs sur la qualité de la relation, sur la qualité de la réponse aux besoins masqués du client, la qualité de l'échange, et c'est ça qui est important finalement. Et des nouveaux métiers peut-être. Et des nouveaux métiers aussi. Bon, il y en a qui se développent progressivement. Je pense que les évolutions du BOAT, il y en aura d'autres qui découleront. Parce que voilà, c'est quand même... Ça change le modèle de la relation client, ça change la manière dont on... Ça l'accompagne. Ouais, ça l'accompagne et ça développe une autre manière d'appréhender les parcours. N'ayons pas peur de l'IA. Non, moi je trouve que ça... D'abord, c'est intéressant. Oui. Et puis en plus, ça. Ça ne veut pas dire le contraire. Non, mais en même temps, je pourrais le dire, mais je ne le pense pas. D'accord. Non, mais eux, non. Eux non plus. Et je pense que bien utilisé, c'est une vraie valeur ajoutée. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Super. Merci. Merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi. Et à très bientôt sur A News Expérience Client. Merci. Merci.